culturel, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission Cultura, merci de votre fidélité à Télécongo, le Carabin, lanceur Richard Roger Urbain Biléco. Bonjour Jean-Bernard Kouwa. Bonjour. J'aurais dit professeur Jean-Bernard Kwambon. Vous êtes déjà passé sur ce plateau pour parler du parcours, n'est-ce pas, d'un enfant de Poto-Poto. Et vous revenez parce qu'en même temps, vous avez publié, il faut dire, vous avez conséquemment publié deux ouvrages, le Carabin, l'oncologue, et le parcours d'un enfant de Poto-Poto. Il faut dire un parcours que nous avons déjà, n'est-ce pas, échangé, sur lequel nous avons déjà échangé sur ce plateau. Alors, un mot sur le professeur Jean-Bernard Kwambon. Vous êtes de nationalité congolaise, professeur émérite, vous êtes titulaire de la chaire de cancérologie médicale de la faculté des sciences de la santé de l'université Marion Ngouabi. Et il faut dire par ailleurs que vous êtes directeur du diplôme d'études spéciales de cancérologie médicale à la faculté des sciences de la santé de l'université Marion Ngouabi et chef de service de cancérologie médicale au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Et comme je mentionnais tout à l'heure, vous revenez sur le plateau de Cultura pour qu'ensemble nous échangeons autour de le Carabin, l'oncologue. Le Carabin, il faut le dire parce que je viens de faire la mention, n'est-ce pas, du fait que vous êtes médecin, vous êtes professeur. Et alors, pour commencer, j'irai dans l'introduction parce que l'introduction nous présente une très belle présentation, n'est-ce pas, de ce passage, de cette transition qui va se faire du lycée à l'université. Et on ne saurait pas parler de l'université, n'est-ce pas, sans ce très beau passage, sans, n'est-ce pas, cet examen qui nous donne la clé, n'est-ce pas, de faire son entrée triomphalement à l'université. Alors, à la page 9, vous écrivez ceci: confortablement assis sur la pelouse du lycée Chaminade, en face de la direction, au matin donc de juin 1977, nous attendons fébrilement les résultats du baccalauréat qui venait d'avoir lieu quelques jours auparavant. Nous sommes un groupe de jeunes chahuteurs reconnus par le proviseur qui a eu maille à partir avec nous pendant toute l'année scolaire. Je voyais dans le regard de ce monsieur scintiller des yeux faits de malice et d'ironie, comme si le moment était venu pour lui de prendre sa revanche sur ces indisciplinés que nous étions. Rien ne nous angoissait, notre jeunesse nous illuminait, nous baignions dans la pure insouciance, pendant que certains élèves de ma classe, relativement plus âgés, étaient conscients autant que nous des enjeux que représentait cet examen. Il montrait des signes d'anxiété. Je n'avais pas pu réaliser que j'étais en train de passer mes derniers moments au lycée et que si je m'admettais au baccalauréat, je ne reviendrais plus, je ne reverrais plus mon proviseur adoré, tellement adoré que je me le farcissais tous les matins. Ce monsieur était jeune et nous ne en rendions pas compte. C'est peut-être cela qui expliquait que nous ne le prenions pas au sérieux. Le temps passait vite et toujours aucun résultat à l'horizon. Je sentais monter l'adrénaline chez mes amis. Ce moment était pénible à vivre pour eux, alors que je n'avais jamais un seul instant douté de ma réussite. Un peu avant midi, notre proviseur, muni des résultats, nous fit savoir que les statistiques de réussite pour notre lycée n'étaient pas bonnes et que nombreux de ces élèves devraient passer la seconde session. Tous les visages se crispèrent. Le silence était pesant comme si nous étions dans un environnement funèbre. Oui, à l'époque, le baccalauréat comportait 2 sessions. Celle qui se déroulait en juin et la session de rattrapage en septembre. Tout le monde avait peur et attendait frénétiquement que le proviseur, qui commençait à se prendre pour Dieu le Père, nous communique les noms des admis à cet examen. Oh, combien déterminant pour la suite de nos études.
Après plusieurs allers-retours, comme si le proviseur voulait nous pousser à bout, il proclama enfin les résultats. J'avais eu la chance de faire partie de ce petit nombre d'admis au premier tour, pendant que tous mes copains avaient été recalés et obligés de passer la seconde session avec à la clé des vacances gâchées. Notre proviseur se rapprocha des 10 admis pour les féliciter et s'attarda sur moi en me disant: je savais que tu réussirais malgré ton côté mauvais garçon des bas quartiers de Brazzaville. Il faisait clairement allusion à Poto-Poto. Il m'avait fait de la peine car il ne savait manifestement rien de ce prestigieux quartier qui était le mien. Il me prit en aparté, on me prodigua quelques conseils qui s'avèrent utiles pour la suite de mon parcours. Je m'arrête là. Jean-Bernard Kouamouo, j'aime bien ce passage, très bien écrit, avec, il faut dire, toutes les ambiances et toutes les émotions, n'est-ce pas, répandues, ces atmosphères, et on sent finalement cette frénésie de la part des uns et des autres. On sent la longue attente, en réalité, de cette sanction qui va tomber et qui, pour certains, vont se retrouver de l'autre côté donc, de l'université, qui auront la clé, le passage, et pour d'autres, peut-être recalés. Mais bien curieusement, peut-être pas curieusement, je dirais, et bien heureusement pour vous, vous voilà, n'est-ce pas, admis à la première session, à la grande surprise de votre proviseur, qui et pourtant était bien assuré, qui pourtant s'attendait, mais qui vous prenait pour un enfant, un garçon indiscipliné. Jean-Bernard Kouamouo. Mais alors, je suis en train de revivre ce moment comme si c'était hier. Ah oui. Je voudrais ici faire un clin d'œil à ce jeune proviseur qu'il était, et qui, par la suite, je finis par découvrir que c'était un frère. C'est M. Pierre Ndion. Ah oui. Pierre Ndion, il fait partie des meilleurs de sa génération. Merci alors. Je le rencontre encore aujourd'hui, j'ai quelques échanges avec lui. En effet, je fus un très vilain garçon, mais brillantissime élève parce que il avait tout fait pour me faire passer au conseil de discipline pour que je sois viré de cheminade, alors qu'il y a quelques années auparavant, j'avais déjà été viré dans l'école de Poto-Poto, mais il ne pouvait pas parce que j'avais de très très bonnes moyennes. Donc je faisais partie de la crème de son corpus, donc il ne pouvait pas me virer. Et il savait que j'allais réussir au baccalauréat, j'étais, comme une fois de plus, j'étais un très très bon élève. Donc, ce fut un moment magnifique. Si c'était à revivre, je le revis aujourd'hui. Parce que c'était de l'insouciance. Oui. Chaminade, c'était autre chose. Voilà. C'était mon environnement, c'était ma maison. Voilà, la sanction est connue. Donc, vous êtes admis dès le premier tour, il faut le dire. Et vous voilà à l'université. Vous mentionnez que jusque-là, vous ne savez pas ce que vous allez faire, toujours dans cette insouciance, il faut le dire, toujours dans cette insouciance, vous ne le savez pas, mais on sait que plus tard, vous vous êtes décidé pour, n'est-ce pas, l'INSA. Ah non, je n'ai pas décidé d'aller à l'INSA. Quand j'ai le baccalauréat, j'ai voulu tout de suite aller dans l'armée pour aider ma mère. Parce que je voulais sortir ma mère de cette misère qu'il avait taraudé pendant autant d'années. Je lui ai dit, bon, maintenant que j'ai le baccalauréat, donc je peux aller à l'armée. Et comme j'avais un petit côté cache de Poto-Poto, vous voyez, Poto-Poto revient toujours dans le récit. Je voulais être fantassin. C'est le centre, en fait. Voilà. Après, je dis, parce qu'on avait des modèles ici. Yomi Opango, on avait des Nyombela, donc on entendait les Sassou Nguesso, on entendait ces noms-là. Je dis, bon, alors, je vais faire comme eux, aller dans l'armée, être un fantassin. Mais si je suis un fantassin, peut-être être pilote de chasse. Parce que je voulais vraiment travailler tout de suite pour aider ma mère. Voilà que intervient dans le jeu. Après, j'allais dire un petit complot entre mon grand frère qui m'a élevé et Osebou Douniam. Un monsieur qui s'appelle Bouramoué, qui avait été interpellé par Osebou Douniam, qui au demeurant est mon frère.
pour que je sois inscrit à l'INSA. Vous voyez? Et l'INSA, c'était cette jeune école de médecine. Moi, je ne savais même pas qu'elle existait. Alors, quand Sebudounia me dit que toi, tu n'iras pas à l'armée, tu vas faire médecine ici à Brazzaville, j'ai pris ça pour la blague. Je lui ai dit, c'est quoi ce pays où on forme les médecins? Là, il n'y a rien pour former les médecins. Il dit, non, non, non. Je vais appeler Bouramoué, il va t'inscrire à l'INSA. Tu vas faire les 2 premières années là-bas. Et puis la 3e année, tu iras la faire en France. Mais quelle jubilation! Un jeune de Poto-Poto qui entend le mot France, parce qu'on était à notre époque, on avait beaucoup de copains qui partaient en France, comme les aventuriers, les fameux sapeurs. Hein, comme les appellent aujourd'hui, vous savez que Poto-Poto, c'est également un environnement de la sape. Donc je dis, bon, je vais retrouver les miens qui sont déjà de l'autre côté là-bas. Mais, chemin faisant, je me retrouve donc à l'INSA. Mais quand j'arrive, je découvre qu'il y a la 3e année. Donc j'ai dit qu'on m'a menti. Bon, puis on a continué, donc on a fait la médecine. Mais moi, je n'avais pas choisi l'INSA. On m'a inscrit à l'INSA parce que mon grand frère au Sebudounia me voulait que je fasse médecine, comme lui. Et tout est bien écrit pour dire que vous aurez un très bon parcours de médecin. Et toujours avec cet esprit, il faut dire, très, très bouillant ou très, n'est-ce pas, tout leader agité, indiscipliné, mais enfin, travailleur, il faut dire, c'est ça, en fait, qu'on relève toujours. Chaque fois que vous avez un qualificatif, n'est-ce pas, qui essaie un peu de montrer le mauvais côté, donc le mauvais garçon, il y a quand même cette corde qui revient, et celle de la discipline, celle du travailleur, de l'élève travailleur que vous étiez, autant que de l'étudiant travailleur. Alors, nous étions un groupe de copains, des garçons brillants. Nous étions 5 ou 6, et nous étions les meilleurs, si vous voulez. Et on prenait un malin plaisir à rester à l'INSA, à des heures indues, en train de travailler. Ouais. À l'époque, les cours se terminaient à 20h. Quand on partait au restaurant U, le restaurant universitaire, il était déjà presque fermé. Et donc on revenait à l'INSA et travaillait jusqu'à 1h du matin. Puis on rentrait à la maison. Mais c'était un très très bon moment. Aujourd'hui, tous ces copains-là sont en Europe. Nous sommes restés, je crois, 3 ou 4 ici à le professeur Bideko. Voilà, mon énantiomère, mon complice. Lui et moi, on a fait de très très bonnes choses ensemble. D'accord. Très bonne chose, donc très positif. Et raison pour laquelle, certainement, que vous lui avez confié la commission de la préface. Ah oui, mais parce que c'est lui qui a non seulement l'autorité nécessaire, mais il a la légitimité surtout. Parce qu'il me connaît mieux que quiconque. Comme moi, je le connais mieux que quiconque. D'accord. Alors, je passerai peut-être très rapidement à cette phase d'étudiant interne à Pointe-Noire, où vous arrivez dans un environnement, vous êtes totalement étranger, et ensemble avec vos condisciples, vous faites bouger les choses. Et pour une première fois, à l'hôpital ACC de Pointe-Noire, vous installez, sinon vous instaurez le système des colloques pour les médecins internes, et il faut dire que très positivement, les choses vont rouler. Ouais. Alors, un deuxième clin d'œil, c'est à l'endroit de M. Kader. M. Kader Diawara, qui était directeur de l'hôpital ACC, il a créé très rapidement un environnement propice pour que nous nous épanouissions. Là, j'avais un ami, Dr Matadi, qui est aujourd'hui chef de service de cardiologie à Rennes. On a fait de très très belles choses avec lui. Donc on a mis en place les colloques de l'INSA à l'intérieur de l'hôpital ACC, avec nos frères qui venaient de l'Union soviétique. On a créé comme une forme de fusion et on a travaillé ensemble. Donc on a rehaussé le niveau intellectuel de ACC. Mais les collègues qui travaillent dans d'autres hôpitaux de la périphérie nous rejoignaient également. Parce qu'il y avait un dynamisme qui s'est installé à assister et ça faisait la fierté de Kader. Voilà. Mais il faut dire que c'est Kader qui a permis que tout cela se fasse. Voilà, qui a rendu possible cet environnement. Voilà. Et entre les lignes, on vous suit, toujours vous faites bouger les choses, toujours, il faut dire également, vous menez, en fait, il faut dire, vous êtes toujours au devant
de toutes les revendications, et que ce soit du côté un peu de la cantine, que ce soit au niveau des préparations, donc des préparatifs de tout. Et vous avez ce leadership et qui mentionne également le préfacier de votre ouvrage où on vous reconnaît finalement ce côté très bougeur, ce côté très leader, ce côté très finalement avec beaucoup d'initiatives qui sont mentionnées ici par votre préfacier. Oui, il faut dire que, bon, j'ai peut-être en moi les gènes de rebelle. Quand vous lisez le parcours d'enfant de Poto-Poto, il dit à 6 ans, quelqu'un refuse de s'aller au village, il faut dire qu'il a du tempérament. Oui, j'ai toujours été leader, toujours. Et je crois que je le suis resté, mais j'essaie de le transmettre aux jeunes. Je dis, il ne faut pas être un homme ordinaire. Il faut s'exprimer et rentrer dans l'histoire en posant des actes positifs. C'est ce que j'essaie de faire. Mais tout le temps, j'ai été leader. Tout le temps. Tout le temps. D'accord. Et vous mentionnez, n'est-ce pas, également dans ces passages que vous reconnaissez, n'est-ce pas, hériter cela de votre mère, qui était très battante, qui aimait faire bouger les choses malgré son niveau, n'est-ce pas, qui n'était pas poussée, il faut dire, qui n'était pas dans les études, mais enfin, à sa manière, elle avait déjà ce caractère que vous... Alors, je vais vous faire un scoop. Je vois que si ma maman était vivante aujourd'hui, elle serait la personne la plus heureuse de voir combien son garçon a grandi et a vieilli, et combien ce garçon qui a vieilli sort de la médecine pour aller vers autre chose et lui rendre hommage à travers ses écrits. Je crois qu'elle aurait été heureuse. Mais malheureusement, les caprices de la médecine ont fait que je n'ai pas pu retenir ma mère. Mais c'est ça la vie aussi. Nous sommes les réparateurs des vies humaines, mais je n'ai pas su réparer celle de ma maman. Et j'en suis vraiment désolé. Mais elle serait heureuse de voir ce garçon au tempérament fort, ce combattant qui a pris beaucoup d'elle, devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et je crois avoir transmis ça à quelques-uns de mes enfants qui ont ce tempérament un peu fou aussi, mais qui veulent faire bouger les choses, qui veulent changer les choses. Alors, lorsqu'on lit le Carabin, l'oncologue, on sent cette volonté pour Jean-Bernard Gwambon de vouloir montrer, n'est-ce pas, deux époques différentes. Celle de l'INSA que vous avez connue, qui est totalement à l'opposé, n'est-ce pas, de la faculté des sciences de la santé d'aujourd'hui. Également dans ce parcours, de vouloir montrer, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de différences aujourd'hui qui vous séparent avec les étudiants d'aujourd'hui. Vous voulez mentionner la motivation, l'enthousiasme qui était le vôtre à l'INSA, et également aujourd'hui le manque de détermination ou peut-être d'enthousiasme des jeunes carabins. Bon, il faut dire que nous étions une famille. Aujourd'hui, les choses ne se passent peut-être pas de la même façon, mais à leurs âges, nous étions moins compétents. Parce que ces enfants-là, ils ont été très tôt à la fac de médecine aujourd'hui, hein, nombreux ont 16-17 ans, ils ont passé le concours, donc il y a une sélection, et ils sont à l'ère de l'Internet. Donc ils ont tous les outils des communications à leur portée. Bon, maintenant, est-ce qu'ils ont le même esprit de famille qui était le nôtre? Je n'en suis pas sûr. Il y a comme une espèce de compétition comme ça entre les enfants, ce qui est noble, mais raison gardée, il faut rester famille. Alors là, j'ai l'impression que chacun fait un peu, chacun pour soi. Ben, nous demeurons, ils sont brillants. On a des jeunes. Vous avez trouvé une raison à cela? Mais le monde a changé. Le monde d'hier n'est plus le même monde. Hier, le Brazzaville, c'était 500 000 habitants. Nous sommes peut-être à près de 2 millions. Et hier, nous mangions au campus universitaire, dans le restaurant. Le ticket ne coûtait rien. Aujourd'hui, les étudiants ne sont pas en difficulté. Nombreux n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ceux qui essaient d'avancer, ce sont les enfants qui sont les nôtres, nous qui avons un minimum. Mais est-ce que ça aurait été maintenant, j'aurais fait les mêmes études de médecine qu'aujourd'hui? Certainement pas. Encore que j'ai eu la chance d'aller travailler chez Madame Décupère pour gagner encore un peu d'argent, pour couvrir mes besoins. Vous voyez? Donc, je dirais que nos étudiants aujourd'hui, ils sont bons. Ils sont peut-être moins famille. Chacun essaie de faire ce qu'il peut, mais ils sont arrosés par l'Internet. L'Internet aujourd'hui est venu déranger les mœurs.
Donc je crois qu'on ne peut pas comparer les deux périodes. Mais par contre, ce serait intéressant pour ces jeunes de prendre ce livre-là, de le lire et de voir ce que nous avons vécu, nous, en notre époque, c'est-à-dire 40 ans ou 45 ans avant. Voilà. Alors, de ce témoignage, il faut dire, donc, tout ce parcours, pour dire un volume de... Vous voyez, nous avons 300, donc pratiquement 400 pages. Ok, pratiquement 400 pages. Qu'est-ce que vous auriez bien voulu? Quelle a été la motivation pour Jean-Bernard Goua? Qu'est-ce qu'il veut transmettre aux générations présentes et aux générations futures? Qu'est-ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas, de substantiel dans ce parcours pour les jeunes, pour motiver les jeunes carabins? Alors, la recherche de l'excellence, la quête de la quintessence, chercher à être meilleur, toujours meilleur, et donner le maximum de soi-même. Mais pour y arriver, il faut travailler. Ce n'est pas en dormant dans un lit tous les matins qu'on va devenir meilleur, non. On devient meilleur au bout de l'effort. Et ça a toujours été ma motivation. Donner le maximum de soi-même pour être le meilleur possible. Et je veux que les jeunes fassent la même chose. Parce que moi j'ai fini. Lorsque vous lisez les dernières pages de mon livre, je dis dès que j'aurai agrégé mes collaborateurs, je vais tirer ma révérence. J'en ai agrégé 3. Donc le moment est venu pour tirer sa révérence. Mais j'aimerais que les jeunes, en lisant ce livre, se disent, même si on vient de nulle part, on peut être le meilleur dans sa discipline. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous en êtes un exemple. Si je suis maintenant le patron de la chaire de cancérologie du Congo, c'est parce qu'on a quand même travaillé. Si aujourd'hui on arrive à avoir cette reconnaissance internationale sur le plan africain comme sur le plan européen, c'est parce qu'on a bossé. Vous voyez, j'étais à Lumbashi il n'y a pas très longtemps, on me demande d'organiser le premier congrès, le soir brassavillois de cancérologie. Le premier congrès, on demande ça à un Congolais. C'est quand même magnifique. Sans vanité, je dis que j'en suis honoré. Vous voyez, mais pourquoi on me le demande? Parce qu'il y a comme une forme de reconnaissance, une compétence quelque part avérée. Voilà, donc je voudrais que les jeunes médecins qui sont en train de progresser, parce que nombreux soins, ils vont être compétents, c'est on a une bonne relève, qui se disent il faut travailler, travailler, travailler. Alors, merci déjà pour ce témoignage. Qu'est-ce que vous regrettez, qu'est-ce que vous reprochez davantage aujourd'hui chez les carabins ou chez les jeunes carabins? Est-ce que je me permettrai de donner une leçon? Non. Je crois que, d'abord, ils sont jeunes. Ils sont plus talentueux que nous, très certainement. Ils vont faire leur nid. Mais il faut qu'ils travaillent. Il faut travailler. Ce n'est pas parce qu'on est devenu maître de conférence agrégé qu'on va baisser les bras. Non, bien au contraire. Le travail commence à ce moment-là. Parce qu'ils ont l'obligation d'accompagner les autres, de les guider, de les élever. Nous, on a fait un tout petit peu. Mais ils ont l'obligation de faire beaucoup plus que nous. Parce qu'ils arrivent à un moment où ils ont tous les outils en leurs mains. Ils vont entrer de plein pied dans l'intelligence artificielle. Donc, ils ont de la manœuvre. Et ils vont faire beaucoup de choses. Dans 10 ans, je crois que je serai fier d'eux. D'accord. Alors, quel est le passage ou l'instant, n'est-ce pas, pour lequel vous êtes senti plus heureux dans votre parcours sur les 400 pages? C'est après la réussite au concours d'agrégation. Il y avait tellement d'obstacles avant d'y arriver. Pour ne pas dire trop d'obstacles. Être parvenu à devenir maître de conférence agrégé en 2006 à Bamako, ce qui n'était pas donné, parce qu'il y avait beaucoup d'hostilité ici à Brazzaville. Avec mon ami Bideko, on a failli faire les frais. Et ceux qui nous écoutent aujourd'hui savent de quoi je parle. Je prends à témoin certains de nos maîtres qui ont vécu notre souffrance, pour ne pas dire que certains de nos maîtres ont été très indifférents à notre endroit. Mais là n'est pas le problème. Bideko et moi, nous savions que nous étions des lauréats de l'école, donc il n'y avait pas de raison pour ne pas être agrégé. Mais lorsqu'on a proclamé les résultats, quand Bideko est tombé dans mes bras, je peux me le permettre de le dire, et nous étions tous les deux en larmes. Je veux dire, malgré tout ce côté tumultueux de la vie, mais nous sommes parvenus à devenir des maîtres de conférence agrégés. C'était fait. Donc nous ne devons plus rien à personne.
Et c'était un moment de jubilation. Je dis bien jubilation avec J majuscule. Le carabin, l'oncologue, avec la préface, donc un récit de Jean-Bernard Kwambon, qui a bénéficié de la préface du professeur Richard Roger Urbain Biliko, que vous venez, n'est-ce pas, de mentionner avec beaucoup, il faut dire avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de positivité dans votre parcours. Donc votre ouvrage a été paru. Disons, vous l'avez publié aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup de répondre à cette invitation de Cultura. Un dernier mot, une dernière préoccupation? Alors, vous savez, quand je prends la décision de revenir au Congo, d'abord, cette décision a été mûrie après le passage d'un frère chez moi en Belgique. C'est le ministre Alain Akwala, qui avait terminé ses études universitaires du côté de Nancy et qui devait rentrer. C'était avant la Convention nationale. J'étais très hésitant. Il m'a dit, écoute Jean-Bernard, moi je rentre, j'ai fini, je vais aller me débrouiller là-bas, je vais aller créer une entreprise. Je lui ai dit, non, tu ne rentres pas. Le pays, c'est compliqué, c'est pas bon. Mais il est rentré. Et quand il rentre, il m'appelle me dire, Frangin, je suis en train de m'installer, j'ai pris mes bureaux, je crois que c'est bon. Donc moi j'ai fait le déplacement de Brazzaville et je me suis rendu compte que l'environnement avait beaucoup changé et qu'on pouvait rentrer. Mais quand je rentre, je laisse ma famille. Donc je choisis de venir servir mon pays. Et ça, c'est le plus grand regret pour moi, c'est de ne pas avoir vu mes garçons grandir. Aujourd'hui, c'est tous des hommes. Je les ai sacrifiés pour ce pays. Et je ne sais pas si me m'était demandé de le refaire, je l'aurais refait. La réponse serait certainement non. Je n'aurais pas sacrifié mes enfants pour ce pays tel que je le vois. Non. C'est le plus grand regret. Merci Jean-Bernard Kwambon, merci pour ce partage autour du carabin, l'oncologue, votre donc récit que vous venez de publier, un grand parcours, un très beau parcours. En tout cas, merci beaucoup. Et chers amis culturels, voilà, nous sommes là au terme de notre échange avec Jean-Bernard Kwambon sur le carabin, l'oncologue. En tout cas, je vous le recommande pour ceux qui militent pour l'excellence, pour ceux qui militent, n'est-ce pas, pour une grande réussite, même en partant de rien. Merci et à très bientôt.